Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Thomas Raffi, pardon, gérant obligataire convertible chez Mescart Asset Management. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors aujourd'hui a lieu la réunion de la BCE. C'est un événement évidemment très attendu par les investisseurs qui attendent un geste de la part de Mario Draghi qui s'est quand même quelque part un petit peu engagé quand même à prendre des mesures. Vous, concrètement, chez Mescart, est-ce que vous attendez quelque chose aujourd'hui? Est-ce que vous attendez à des mesures en particulier? Exactement. La question, c'est même pas de se dire est-ce qu'il va, oui ou non, aller plus loin dans l'assouplissement monétaire, c'est de se dire quelle va être l'ampleur de ces mesures. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les marchés. Les marchés ont clairement, depuis octobre, depuis son discours d'octobre, anticipé des annonces assez fortes de Mario Draghi. On l'a vu, les marchés européens des actions ont rebondi de plus de 10%. Les marchés obligataires ont fait de même. On a revu des taux sur les taux, par exemple les 10 ans allemands sont revenus sur les plus bas depuis mai. Là, clairement, le marché a déjà anticipé des annonces fortes. Alors, quel type d'annonce on pourrait avoir? Vous attendez à quoi? Alors, il pourrait être de deux ordres. Première chose, c'est clairement sur le quantitative easing, il peut aller plus loin. Alors, il peut aller plus loin. Au-delà de septembre 2016. Exactement, il peut le prolonger. Alors, le consensus est plutôt une prolongation de 6 mois. Il pourrait effectivement le prolonger de 6 mois, voire même ne pas donner de date limite et de dire qu'il le prolongera tant que ce sera utile. La deuxième chose, c'est aujourd'hui, on est sur des rythmes d'achat d'obligations de la BCE de 60 milliards par mois. Le consensus, là encore, c'est que la BCE pourrait aller plus loin, l'augmenter à 70 voire 80 milliards. Un peu comme ce faisait la Fed d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Donc la troisième chose... On parle aussi d'une baisse des taux de dépôt. C'est envisageable ça? Alors c'est envisageable et c'est même, là encore, relativement pricé par le marché. Les taux de dépôt aujourd'hui sont déjà négatifs, en territoire négatif, sont à moins 0,20. Les anticipations, c'est plutôt une baisse de 10 points de base, voire de 20 points de base, pour aller à moins 0,30, voire moins 0,40. Pourtant, il y a l'alignement des planètes qui est toujours d'actualité. On a l'euro faible, on est à 1,05. On était au-dessus au début de l'année. On a aussi ce pétrole qui est bas, qui devrait rester bas en tout cas. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nécessité d'aller encore plus loin sur ce quantitative easing de la BCE? Alors, vous l'avez bien signalé. L'alignement des planètes se poursuit, c'est le même qu'on avait fin 2014. On a des matières premières, prix des matières premières très basses, très positives pour la zone euro qui est clairement importatrice. On a l'euro-dollar, le dollar qui n'a pas cessé de se renforcer face à l'euro, qui est très positif pour les entreprises européennes exportatrices. On a des taux qui sont encore très bas, donc très positifs pour relancer le crédit, la consommation des ménages des entreprises. La seule chose, c'est qu'on voit que les fondamentaux européens, même s'ils sont en amélioration, restent quand même fragiles. Ça prend trop de temps, c'est pas assez rapide, c'est pas assez dynamique, c'est ça? Exactement, le taux de chômage diminue, sauf en France, mais diminue en Europe, mais de manière très lente. Donc finalement, Mario Draghi doit redonner de l'élan, c'est ça en fait, en redonnant un peu d'impulsion à son C'est exactement ça, et on le voit très bien, notamment au niveau du taux d'inflation. Le but quand même d'aller plus loin sur le quantitative easing, c'est notamment d'arriver à son objectif d'inflation vers 2%. Aujourd'hui, on en est très très loin puisque l'inflation est toujours ultra proche de zéro en Europe. Mais lorsque Mario Draghi dit, notamment en 2012, quand il annonce ce quantitative easing, que la BCE ne peut pas tout faire, qu'il fera en effet ce qui est nécessaire, mais qu'il ne peut pas tout faire et ne pas notamment prendre les devants face à politique interne, notamment la France ou l'Italie même qui doivent réformer. Aujourd'hui, on a l'impression que s'il en rajoute, finalement, il va à l'encontre de ce qu'il disait et qu'il va permettre à ces pays qui ne font pas ces réformes de ne pas les faire. Alors, c'est vrai qu'il va peut-être plus loin que ce qu'il avait dit ou même se contredit par rapport à ce qu'il avait dit en 2012. Alors, il faut relativiser sur le fait que les pays ne font pas le nécessaire. Alors, il y a peut-être des choses, notamment en France, où on a mis beaucoup trop de temps. En Italie, par exemple, nous, c'est un des axes d'achat assez fort, que ce soit sur le monde obligataire ou sur le monde des actions. On voit d'ailleurs il y a une surperformance de l'Italie, de la bourse de Milan qui fait près de 20% cette année. Les taux italiens se sont largement resserrés. Pourquoi? Parce que certes, l'Italie était en récession jusqu'à fin 2014. Et là, on voit un vrai mieux qui se traduit par une baisse du chômage, par des PMI en hausse. On le voit, on a enfin une stabilité politique en Italie, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Avec Mario Monti, une vraie confiance des consommateurs.
on voit que enfin ça semble repartir. Enfin, il y a des mesures fortes. Il y a le Job Act en Italie qui est un panel de mesures très très fortes pour relancer. Et si, j'ai envie de dire quand même, les gouvernements dans l'ensemble font quand même plutôt leur job, mais malgré ça, Mario Draghi sent que ça ne suffit pas forcément. Et on le voit avec une inflation qui est quasi à zéro. Alors certes, c'est en partie importé avec le pétrole et les prix des matières premières, mais il y a encore besoin de continuer cet effort encore plus longtemps, encore plus loin, de montrer que la BCE est à la manœuvre, va rester à la manœuvre. Ça, on n'en doute pas, ça c'est sûr. Exactement. Bon, en tout cas, maintenant, dans 2 semaines, l'autre élément à suivre, c'est la Fed qui, elle, va remonter ses taux. On a eu le livre belge de la Fed qui disait qu'elle était optimiste sur l'économie, qu'on aurait sûrement donc un relèvement des taux en décembre. Là, il n'y a pas vraiment finalement de doute, a priori. Il n'y a pas de doute. Alors, il n'y a pas de doute. Le marché, clairement, pense qu'elle s'est un peu plantée en septembre. Tout le monde attendait une hausse des taux. Tout le monde, vraiment, il y avait une fenêtre de tir, une opportunité pour le faire. Elle ne l'a pas fait. Les marchés l'ont mal pris. Là, clairement, elle a fait comprendre que cette fois-ci, il y aura un relèvement des taux. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir quelle va être la trajectoire future. Et là, c'est très important sur son discours, c'est de faire comprendre où elle veut aller, quels seront les indicateurs qu'elle regardera particulièrement pour relever ou non plus ou beaucoup plus l'année prochaine. Alors nous, notre scénario, c'est de se dire, elle va clairement relever de 0,25 cette fois-ci et assez vite faire comprendre que elle s'arrêtera assez vite en 2016. Ouais. Le consensus est plutôt 3 hausses. Une hausse des taux cette année et 3 l'année prochaine pour arriver à des taux fin 2016 à taux directeur à 1,25. Nous, on est plus prudent. On pense qu'on s'arrêtera à 3 hausses des taux en tout, donc 2 l'année prochaine, assez tôt dans le premier semestre. Pourquoi? Parce que le cycle économique américain de croissance est entamé. Ça fait déjà 6 ans. Il est déjà plus long que les cycles précédents. Et il y a aussi les élections américaines en fin d'année, et elle ne veut pas forcément trop influer. L'écart, la divergence aussi avec l'Europe peut être un peu dangereuse pour l'économie américaine. Cette divergence de politique monétaire devrait logiquement profiter à l'euro, c'est-à-dire que le dollar devrait encore se renforcer face à l'euro. On devrait assez vite en 2016 avoir un euro-dollar à parité. Ça peut commencer à être compliqué pour les entreprises américaines. Donc, vous êtes positif ou sur les marchés actions, pour les marchés, pas forcément actions, marchés obligataires également, tous les marchés en 2016? Alors, globalement, sur le court terme, on est prudent, parce que déjà les marchés ont quand même assez fortement anticipé les annonces de la BCE. On reste relativement optimiste sur l'Europe, sur les actions européennes. Vous l'avez souligné, il y a un vrai alignement positif des planètes qui devrait perdurer. La BCE va être toujours là, avec quand même des limites. Il faut que vraiment le léger mieux vraiment se confirme. Nous, notre scénario, c'est avoir une année à plus 5, plus 7 sur les marchés européens. Donc avec les dividendes, on est plutôt près des plus 10, ce qui est plutôt pas si mal. Pour revenir vers les plus hauts de l'année, voire un peu au-delà, c'est-à-dire un CAC vers 5002, 5003. C'est à peu près notre scénario. Un petit peu plus pessimiste sur les États-Unis. Le cycle des croissances est très entamé. Quid de cette hausse des taux, les élections en fin d'année, mais on a quand même des fondamentaux solides. Donc on pourrait avoir une année sur les marchés américains un peu à l'instar de celle qu'on a connue cette année, c'est-à-dire proche de 0, 0 plus, 0 moins. Mais c'est vrai que si on ramenait en euros, si le dollar continue à se renforcer, on pourrait avoir des performances relativement analogues à celles des marchés européens. Pour terminer, quelle allocation recommandez-vous justement du coup, pour 2016? Alors pour 2016, donc, sur les actions, on est toujours à plutôt surpondérer les actions européennes. Versus les actions américaines et encore plus les émergents et notamment le Brésil. La Chine, ça va rester compliqué, on a encore assez peu de visibilité. Alors sur le monde obligataire, on est très prudent sur les obligations Govies, gouvernementales. Les taux sont très bas, il n'y a pas forcément grand-chose à gagner, il y a un risque de légère tension des taux pour suivre les taux américains. On est beaucoup plus positif sur le high yield, où là les rendements restent attractifs, notamment
par rapport au taux de défaut qui reste très très bas. Donc les primes de risque pourraient se contracter sur la yield et générer des performances positives. Et on est aussi positif sur la classe d'actifs que je gère, c'est-à-dire les obligations convertibles. Mais justement, on va en parler avec vous maintenant dans la rubrique 1 gérant. 3 questions, c'est tout de suite. Merci.